Nous sommes engagés. Public. Bonjour et bienvenue à cette entrevue exclusive des engagés publics. Je suis avec Denis Martel. Salut. Salut LP. Denis, tu as rencontré Harold Lebel, député de Rimouski, pour discuter des événements du 4 septembre 2012. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? Le 4 septembre 2012, c'était la fin de la campagne électorale provinciale qui faisait élire la première femme première ministre du Québec, Pauline Marois, évidemment un gouvernement du Parti québécois. C'était au Métropolis lorsqu'un tireur a tenté de s'introduire dans la salle pour perpétrer un attentat terroriste. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire une entrevue sur ce sujet-là? C'est les événements qui ont suivi la mort de Jean-Marc Huot, un personnage, un individu excessivement aimé au sein des troupes péquistes. J'ai vu converger beaucoup de messages de sympathie sur les médias sociaux, d'une façon même, là, je veux dire, assez remarquable, suffisamment pour que je le remarque, dont un des messages qui était celui de Harold Lebel, un message bien senti où Harold rendait hommage à Jean-Marc Huot. Je me suis demandé alors qui était Jean-Marc Huot. J'ai écrit un petit mot simple sur Messenger à Harold. J'ai dit « Salut Harold, est-ce que tu voudrais venir nous relater les événements du 4 septembre 2012? On en profiterait pour rendre hommage à Jean-Marc Huot. » La réponse d'Harold a été « Oui, OK. » C'est clair. Je vais tout d'abord te remercier, puis remercier Harold Lebel de s'être ouvert pour ce sujet-là. Puis je veux juste avertir les auditeurs que l'entrevue qui va suivre traite des sujets difficiles puis de descriptions légèrement graphiques de la scène de l'attentat. Donc si vous êtes sensible à ce type de contenu, vous pouvez vous abstenir. Merci beaucoup Denis. On passe à l'entrevue. Cette semaine, aux engagés publics, un épisode spécial, un épisode avec Harold Lebel. Bonjour Harold. Oui, salut. Un épisode spécial parce qu'Harold, tu as accepté de venir nous raconter les événements du 4 septembre 2012. Oui. Ce que je te propose aujourd'hui, Harold, c'est je me suis fait un continuum. Là, je me suis fait une mise en récit sous forme de 22 questions qui devraient nous accompagner à travers tout ça. Donc, ça va te permettre de revenir dans les éléments. Commençons par le contexte. C'était à la fin de l'élection provinciale de 2012. La soirée électorale. C'était lors de la soirée électorale. Vous étiez dans quel esprit? Comment s'était passée la campagne? Bon, la campagne, c'était spécial. Moi, j'étais à l'époque chef de cabinet du WHIP, ici au Parlement, et j'avais pris un sans-solde pour m'occuper, aller m'impliquer dans la campagne électorale. Fait qu'on je suis parti un mois à Montréal avec l'équipe d'organisation électorale. Fait que mon rôle à moi dans l'équipe d'organisation, c'était de tenir un lien avec les candidats d'un peu partout. On sait que des fois, dans une campagne, un candidat peut mal réagir à une nouvelle, peut avoir une mauvaise déclaration, on peut être un peu intimidé, savoir quelle position on prend, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'étais le 1-800. On m'appelait le matin si okay. Harold, penses-tu si on s'en va vers ça? Madame Marois a déclaré quelque chose hier. Si je dis ça, c'est-tu correct? Comment on enligne nos flûtes? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est quoi l'annonce d'après-midi? Je donnais des informations comme ça. Fait que toi, tu avais été au cœur de l'action pendant 40 jours. Pendant toute la campagne électorale, et je connaissais l'ensemble des candidats. Je les avais rencontrés, je les avais comme coachés un peu, j'avais discuté avec eux autres du style de campagne qu'on voulait faire. J'étais le lien avec ces gens-là et je participais au comité stratégique. Donc, toujours très près de Mme Marois? Toujours très près, et non, parce que pendant toute la campagne, elle était sur le terrain. OK. Moi, j'étais dans le quartier général. À Montréal? À Montréal. OK, je comprends. Fait que pas nécessairement dans l'autobus. Non, je n'étais pas dans l'autobus. Donc, toi, tu n'étais pas en campagne, autrement que du fait que tu étais en support à la campagne. Oui, moi, j'ai été candidat en 2014. Okay. Là, j'ai fait campagne dans Rimouski. Mais moi, j'ai fait
moi, je suis en politique depuis longtemps. Là. Je suis un militant dans le mouvement étudiant des années 80. J'ai été candidat en 89, à 26 ans, à Rivière-du-Loup. J'ai perdu. J'ai été candidat en 94 à Rivière-du-Loup. J'ai perdu contre Mario Dumont, 94. Ah ouais. Et en 94, je suis allé travailler dans les cabinets. J'ai travaillé pour Parizeau, Lucien Bouchard. J'ai travaillé pour Bernard Landry, Guy Chevrette, nommez-en. Mais en 2003, j'étais avec M. Landry. Bernard Landry, la piqûre m'a repris. J'ai pris une petite vacance pour aller me présenter candidat dans Kamouraska contre Claude Béchard. Et j'ai perdu encore, faisait 3 défaites. Et 2014, là, je suis revenu dans un cabinet, là, dans l'opposition à ce moment-là. Beaucoup toujours dans l'équipe du WHIP. Là. Moi, c'est un peu ça ta force? Ma force là, d'aller voir les gens, puis les écouter, puis d'essayer de voir pour les aider. 2014, quelqu'un m'offre la possibilité de retourner dans mon bas de Saint-Laurent natal comme candidat à Rimouski. Et j'ai été élu à Rimouski en 2014 par 3000 voix. J'ai été réélu en 2018, dans toutes les circonstances qu'on sait, par 6000 voix. Fait que on travaille fort. Tu travailles fort, puis tu as amélioré tes résultats. Oui, j'ai doublé. Ouais. Revenons en 2012. À ce moment-là, juste au matin ou à quelques heures, justement, de cette soirée électorale-là, quel était votre esprit? Quel était l'esprit dans l'équipe? C'était bien. On voyait qu'on faisait des gains. On était très, très confiants. Mais une journée comme ça, pour moi, dans cette journée-là, c'était de préparer la soirée électorale. Préparer le fait qu'on se ramasse tout le monde dans la même salle, que les candidats élus viennent accompagner Mme Marois éventuellement, que les candidats de défait puissent être là aussi, pas très loin. Je voulais m'assurer que tout le monde soit bien accueilli. Je n'étais pas dans l'organisation de la soirée en tant que telle. Il y avait plein de monde. Là, c'est comme un spectacle qu'on organise. Hein. C'est comme il y a un metteur en scène. Il y a un metteur en scène. C'était des gagnés qui étaient là. Il y a tout ça. Moi, mon rôle, c'était de m'assurer que le politique, les candidats et ceux élus et ceux défaits puissent être bien accueillis. Puis, fait que j'avais ce soir-là, le soir, toute la journée, on préparait ça. Et le soir, je savais qui allait se présenter au Métropolis. Et mon rôle, c'était de les accueillir par un endroit très précis, les emmener dans les loges et attendre le moment convenu pour s'approcher de Mme Marois. Donc, un accès ouvert à toute l'arrière-scène, tu étais directement dans les... Bon, j'étais dans l'arrière-scène, j'avais tout préparé. Tout l'après-midi, j'avais vu comment on montait, je savais par où on intervenait, on rencontrait Mme Marois qui arrivait avec l'autobus. Il y avait tout très bien scénarisé. Et Mme Marois pouvait saluer quelques personnes qui étaient venues la rencontrer, des personnalités qui étaient invitées dans la loge pour la rencontrer. Est-ce que vous saviez que vous alliez gagner? Que le Parti québécois allait former le gouvernement? Oui, on avait on le sentait venir. On était même déçus d'avoir été minoritaire en soirée. Ça, en fait, c'est ma question complémentaire par rapport à ça. À ce moment-là, vous attendiez encore un majoritaire ou vous aviez déjà des signes que ça pouvait être minoritaire? Non, on s'attendait que c'était majoritaire. On souhaitait que c'était majoritaire. Ça a été une déception, ça? Ça, c'était une déception, c'est certain. Mais on avait déjà comme préparé un peu les affaires. Moi, j'avais déjà au préalable participé à des petits comités pour faire la prise de pouvoir. Là. J'avais identifié des personnes qui pourraient devenir chefs de cabinet de différents ministres. Je participais à des comités là-dessus. On était prêts à prendre la place des libéraux. On était prêts. C'était déjà commencé à le préparer. Mme Marois arrivait à quelle heure? Quelle heure qu'elle peut être arrivée? Précisément, je me souviens pas trop, mais ça devait être aux alentours de 8h, 9h. 8h, 9h, puis là, elle avait une loge qui lui était assignée, puis elle restait dans sa loge, j'imagine, jusqu'à temps que son intervention... Derrière scène, elle était dans sa loge, puis des personnalités venaient la rencontrer. Je me rappelle de Denise Filiatro, je me rappelle de plusieurs personnes qui étaient venues la rencontrer, et puis dans la loge. On voulait baisser un peu la pression. Il y avait encore des chiffres qui rentraient, il y avait encore des choses qui rentraient, mais on voulait comme... C'était normal, on était tout le monde là, et pendant ce temps-là, la salle, les militants arrivaient dans la salle. Ça se remplissait de plus en plus. On sentait l'atmosphère, on sentait le monde crier, des drapeaux, tout ça, on sentait ça arriver. Et moi, mes candidats commençaient à arriver aussi. À ce moment-là, je veux dire, vous deviez être fébrile, ça faisait longtemps. C'était un moment très attendu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des rassemblements où les souverainistes étaient en position de gain, comme ça. Oui, on était très, très contents. Puis on était, comment on pourrait dire, on était contents, mais on était un peu naïfs dans plein de choses, là.
ça faisait longtemps qu'on n'avait pas comme gagné des élections. Ouais, je comprends. Puis le monde de la sécurité a beaucoup changé. Puis Mme Marois, c'est quelqu'un qui est très accessible. Fait que il y avait plus ce soir-là. Ce qui avait fait qu'elle était venue en auto au théâtre, au Métropolis. Mais le plan initial, c'est qu'elle a traversé la rue à pied, tout le long à pied. OK. Fait que, on peut s'imaginer après qu'on a su. Si elle avait fait à pied, peut-être qu'il serait passé autre chose. Fait que c'est quand même, il y a des choses que tu regardes ça après. Non? C'est comment l'organisation de la sécurité autour du monde politique? Tu le vis depuis un bon moment. J'imagine qu'il y a eu un avant Denis Lortie, un après Denis Lortie, puis là maintenant on peut dire qu'il y a un avant le Métropolis et après le Métropolis. Les choses ont dû changer. Ouais, avant Denis Lortie, après Denis Lortie, j'ai pas trop connu le avant Lortie, mais ce qu'on me dit, c'est pour avoir discuté avec des François Gendron et de ces gens-là qui étaient là à l'époque, c'était très, très, très ouvert. Là. Le Parlement, c'était tu rentres, tu sors, il n'y a aucun problème. Là. Les agents n'avaient pas été parmés, je me souviens. Non, puis M. Lévesque était pour ça, c'était la maison du peuple. Il dit là, ouvrez les portes, ça fait tellement longtemps que les libéraux ont coupé, c'est l'élitisme. Le Lévesque disait, venez-vous-en, rentrez dans le Parlement. Mais après Denis Lortie, là, ça a serré les choses. Là. La publicité s'est resserrée, les gardes la sécurité. Mais ça s'est comme tranquillement lâché. À un moment donné, relâché. Ouais. Ça a été plus tranquillement après des années. On a comme oublié. Puis ça a été moins. Parce que moi, quand je suis arrivé dans les cabinets là, en 94, au Parlement, c'était assez facile de rentrer là. Tu sais, les gardiens te regardaient, ils te reconnaissaient, puis ah ouais, passe. Ou tu disais, t'es avec quelqu'un, je le connais bien, ok, vas-y. Tu sais. C'était assez facile. Mais j'ai vu vraiment, là, comme directeur des cabinets du WIP, moi, j'organisais des caucus des députés à l'époque, beaucoup. Fait qu'avant Mme Marois, avant le Métropolis, des caucus, ça se faisait assez rapidement. On choisissait la place, l'hôtel, tout ça. Ça se faisait assez rapidement. Mais après Mme Marois, je vais vous dire, c'était un autre monde complètement. Vraiment. Les policiers voulaient avoir des avoir des plans de match bien préétablis. Quand on va dans l'hôtel, il fallait savoir la liste du personnel, être capable d'aller vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait, ont-ils des casiers ou pas, la liste du personnel de l'hôtel, les propriétaires, qui sont les propriétaires, ça passait vraiment à l'enquête, les murs, les micros, les sorties de secours. Puis après ça, on installait des caméras temporaires pour le caucus pour voir les passages, si les gens arrivaient quand c'était... Le premier caucus qu'on a fait après l'attentat du Métropolis, c'était dans les Laurentides. Et je me souviens, là, il y avait des policiers, ça n'avait pas de sens. C'était l'hiver, là, puis des motoneiges qui tournaient autour de l'hôtel. C'était fou, c'était trop. Hein, c'était vraiment trop. Mais c'est ça, il y a eu l'avant, vous avez raison. L'avant Métropolis, puis l'après. La Sûreté du Québec, à ce moment-là, donc, là, je nous ramène avant les événements, mais quand même le soir de l'événement, n'avait pas reçu de menaces, n'avait pas d'indices qui pouvaient leur laisser croire qu'il y avait une menace. Je vous avoue que je n'ai jamais su. J'avoue que moi, personnellement, après les événements, je ne sais pas si on peut appeler ça un choc post-traumatique ou pas, mais je n'étais pas capable de lire là-dessus. À chaque fois qu'il y avait quelque chose dans le journal ou passait des choses sur le tireur, je passais à la page où je me sentais pas bien, j'aimais pas ça. Fait que j'ai pas trop suivi, puis je faisais exprès pour pas trop suivre toute l'histoire. Mais si je me souviens comment ça s'est passé, il était sûrement pas prêt. Donc, il n'y avait pas d'indice. Le déploiement qu'on a vu ce soir-là était le déploiement classique. Ce n'est pas un déploiement dans un contexte de menace particulier. Non. S'il y avait eu une menace, ça aurait été autre chose. Ça aurait été encore beaucoup. C'était un déploiement d'une soirée électorale comme on a toujours connu dans le passé, à mon avis. C'était rien de plus que ça. Puis c'était une soirée électorale du PQ, c'est-à-dire très, très friendly, on a du fun, il n'y a pas de sang, pas de problème avec ça. Fait que c'était... Non. Moi, je me suis... En tout cas, je pourrais revenir sur exactement les détails de l'événement, mais moi, les candidats où il entrait, là, pas loin de la scène, là, c'était deux grandes portes, grandes ouvertes, avec un escalier, c'était grand. Puis là, on ouvrait les portes, laissait rentrer de l'air parce qu'on avait chaud. Il faisait trop chaud. Fait que t'imagines, c'était pas très sécurisé.
Les menaces francophobes, est-ce que c'est une réalité? Moi, j'ai jamais vraiment été témoin de ce genre de choses-là, mais est-ce que c'est quelque chose, toi, qui a milité au Parti québécois et qui est encore au Parti québécois qui est là depuis longtemps, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez ou que vous vivez ou avec lequel vous devez dealer régulièrement? Non, je peux pas dire régulièrement. Non. Non, mais tout le monde a des petites histoires. Moi, j'ai militant dans les années 80, 87, 88. Moi, j'ai un anglophone qui aimait pas que je fasse de la politique en Gaspésie, qui m'a suivi puis qui m'a punché comme il faut. Là, un bon coup de poing. Ah ouais. Il était pas content. T'as-tu défendu? Ah non, j'ai reculé. Mais c'est une drôle d'histoire, ça, parce que on était en tournée avec M. Parizeau dans l'Est du Québec. Puis moi, j'étais nouveau, là, président du parti dans l'Est. Puis 87. Fait que on fait des tournées, mais c'était très difficile pour le PQ. Là. On avait fait une assemblée à Bonaventure, il était venu une personne. C'était décourageant, M. Parizeau n'était pas très heureux de ça. Et une soirée, on était à Chandler. Et là, c'était la finale, vers la fin de la tournée. Et j'avais pris une coupe de verre avec un de mes chums, puis on distribuait des macarons du parti. Puis j'avais voulu distribuer un macaron à quelqu'un, mais j'avais pas pensé que c'était un anglophone qui aimait pas le PQ, là. Fait qu'il était pas content que j'ai distribué le macaron. Il m'a suivi de l'œil toute la soirée. Puis quand j'ai descendu, c'était un patio, là. Je suis descendu pour aller à mon hôtel, il m'a suivi. Puis il m'a cogné dans le dos, je me suis reviré, paf! Il n'était rien faire. Il avait pris ça comme une insulte. Ouais, mais c'est la seule fois là, que... Mais chacun a des petites histoires comme ça, mais c'est pas... Mais pas suffisamment pour dire que c'est votre lot quotidien ou c'est quelque chose de perçu qui... Dans cette histoire-là, juste pour revenir d'une petite parenthèse, le lendemain matin, j'arrive à l'hôtel, M. Parizeau, il était avec Alice Parizeau à l'époque. Et il me voit arriver, là, j'étais la mâchoire gelée. Puis, M. Parizeau, il disait, bien fait, M. Lebel, il fallait pas faire de scandale ici, vous avez bien fait de pas regarder votre patience. Puis là, Mme Parizeau, Alice, a dit, voyons, Jacques, c'est ça le problème des Québécois. Vous vous laissez frapper sa gueule, puis vous bougez pas, vous vous laissez faire. M. Lebel, les épaules larges comme ça, puis il s'est laissé frapper, puis tu l'encourages à se laisser frapper. On fera jamais l'indépendance avec du monde qui se laisse frapper. Je me souviens toujours, j'étais assis, mais j'étais découragé. M. Parizeau me piquait des clins d'œil. Puis... Aïe, je me souviendrai tout le temps ça soirée-là. C'était un peu mon point. Je me disais, t'as quand même ce qu'il faut pour te défendre. Je me demandais si t'avais riposté. Quelle histoire. Oui. Donc, il n'y avait pas d'indice de danger potentiel pour la soirée. Est-ce que... donc là, on va ralentir le temps. On va regarder un peu. Donc, Madame Marois arrive. Elle arrive en automobile. Elle arrive par la porte... par une porte arrière ou par l'avant? Par une porte arrière. Elle va dans la loge, je me souviens bien. Elle ne rentre pas par la grande porte que je vous disais tantôt. Non, OK. Une autre porte. Elle est dans les loges, elle attend le signal pour se présenter. Et là, elle monte sur scène. Puis là, tout le monde applaudit, elle est heureux. Première ministre, première femme, première ministre. Elle est annoncée comme première ministre du Québec. Elle est annoncée comme première ministre du Québec. T'es où, toi, à ce moment-là? Moi, je suis t'as la scène, puis un genre de coulisses autour, là, qui avait mis un grand rideau noir là, pour nous séparer de la salle, mais on était là, les plus proches, avec la famille de Mme Marois. T'es quand même dans l'antichambre, donc? Genre dans une chambre très proche, là. On attendait la foule qui était à côté de nous autres, mais on était séparés par un rideau. Puis Mme Marois était devant nous. Et puis, bon, il y avait la famille de Mme Marois, puis quelques invités qui étaient là autour de nous. À un moment donné, Desgagnés, il part, il va en régie. Mais la régie était un peu, pas très loin de mes deux grandes portes qui étaient ouvertes, là, qui étaient à droite de la scène. Dans la salle, la régie. En arrière un peu, là, qui n'a pas accès sur la foule. Mais derrière, tu avais la scène un peu en avant et la régie était à côté de ces deux grandes portes-là. Fait que Desgagnés va à la régie pour écouter les images de Mme Marois. Il revient. Il me dit, belle, Mme Marois, ça sort bien. Je dis oui. Et là, on entend paf! Et c'est là que tout a commencé. Premier tir. À ce moment-là, est-ce que vous pensez à un tir de carabine? Non. Puis ça, je ne sais pas ce qui est arrivé dans ma tête. Moi, je me souviens tout le temps. À l'époque, je marchais avec une canne. J'ai marché. Je vais aller voir ce qui se passe. Mais tout le monde était un peu incrédule. On ne savait pas trop. Fait qu'on arrive sur le bord des deux grandes portes. Et j'ai M. Courage, un des techniciens, qui est sur le dos, qui est comme tombé sur le dos. Et je suis avec un de mes collègues, un bénévole, Claude Giroir.
Attends un peu, juste, excuse-moi, on va revenir à ça. Je Ouais. veux juste bien comprendre la position de chacun. Monsieur Courage, Dave Courage, qui a été touché par un tir du tireur, est à ce moment-là à l'arrière-scène ou dans la foule? OK. Comme je vous dis, il y avait les deux grandes Je comprends. Les deux grandes portes, c'est pas les portes d'entrée, c'est les portes arrière. À côté de la régie, OK. puis backstage un peu. Je comprends, là. OK, je pense. Puis là, il donne accès à la porte pour entrer aux loges. Fait que c'est OK, un je genre comprends. de grande porte, Fait que vous aviez vraiment, quand tu me dis les portes à grande ouverture, moi j'imaginais tantôt de la façon que tu le disais que c'était les portes du théâtre. Non. C'était vraiment les portes du backstage. Direct à côté de OK. la scène. Fait que là, quand on a entendu bang, j'ai marché avec Claude, et là, on a vu M. Courage couché sur le dos. Claude va d'un côté, moi je vais de l'autre côté, on regarde, puis Claude, il regarde M. Courage qui est comme perdu connaissance, mais on ne sait pas trop. Puis là, on se dit, on voit, il n'y avait pas de sang, on ne sait pas trop ce qui se passait. Et Claude dit, c'est probable, comme ça avait cogné fort, il dit, c'est probablement une balle assourdissante, peut-être qui a été lancée. On venait de passer les grèves étudiantes, là, le printemps érable, on avait entendu ça beaucoup, les balles assourdissantes qui faisaient... Fait qu'on pense que c'est ça. Moi, je reviens sur mes pas. Et là, sur la scène, là, tout le monde était un peu estomaqué. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Et je lance aux gens qui étaient sur la scène à côté de Mme Marois. Ça semble être une balle assourdissante. Et Qui étaient les gens sur la scène à côté de Mme Marois? Il y avait sa famille, M. Blanchette, son mari, il y avait quelques personnes. Jean-Marc était là, Jean-Marc Huot, on pourra parler tantôt. Il y avait quelques personnes autour d'elle. C'est une balle assourdissante. Fait que, on essaie de calmer le jeu. Desgagnés, il va sur la scène, il dit « Calmez-vous tout le monde, ça a l'air, c'est pas très... On parle d'une balle assourdissante. » Moi, je retourne sur mes pas. Comment réagit la sécurité, excuse-moi, à ce moment-là? La sécurité, je pense qu'ils ont été comme... je les ai pas vus là, sur le coup. Je me suis toujours posé la question, ils étaient où? Moi, je pense qu'ils devaient accourir de côté, ou je sais pas, mais je les ai pas vus là. Puis j'étais le plus proche, là, probablement. Et je retourne sur la scène pour voir M. Courage. Et il y a une de mes collègues qui... moi, j'étais d'un côté, mettons, de son côté gauche, puis Claude était de son côté droit. Il était couché par terre. On était chacun à genoux, chaque côté. Et j'ai une de mes collègues qui vient à sa tête. Et lui, il est sur le dos, sur le plancher, puis il a les deux pieds dans les escaliers. Parce que les deux grandes portes, il y avait un escalier qui montait pour ça. Fait que... On le tire et ma collègue qui était à sa tête lève les yeux et voit en bas de l'escalier. Et lâche un cri, il y a un tireur. Et c'est là qu'on a allumé. Vous avez compris ce qui se passait. Qui est Claude? Excuse-moi, tu l'as évoqué de quelques fois. Claude, c'est quelqu'un qui travaillait dans un cabinet, il était très proche de Daniel Breton. On parle de Claude qui? Claude Roy. Okay. Claude Giroy. Il était très proche des cabinets. C'était un bénévole cette soirée-là avec moi. Là. Il me donnait un coup de main. Et là, quand on a tiré, puis moi, j'ai fermé la porte rapidement. Mais là, on a compris que le coup de feu qu'on avait entendu, il avait été tiré du bas des escaliers et avait atteint mortellement M. Blanchette, le premier technicien. Denis Blanchet, qui était en bas des escaliers, probablement en train de fumer. Puis lui, vous le voyez pas? Vous voyez seulement Dave Courage? Ouais. Et la balle a traversé M. Blanchet, il est allé frapper dans la hanche, ou je pense, je sais pas trop, dans le bas du dos de M. Courage. Mais on savait rien. Vous n'êtes pas en mesure de le savoir à ce moment-là. Le tireur, à ce moment-là, il est encore dehors, à l'extérieur? Dehors, ouais. Quand tu fermes... Là, toi, ton réflexe, ta collègue... Peux-tu nous dire, justement, comme on l'a fait pour Claude, qui était cette collègue? C'était Marie Barrette, qui travaillait, elle était attachée de presse pour Mme Marois. OK. Elle voit à l'extérieur à ce moment-là? Oui, elle le voit. Elle voit le tireur. Elle lâche un cri, il y a un tireur. Et Marie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions puis qui est assez en possession de ses moyens. Là. Elle a gardé son calme puis elle a dit on le tasse. Et là, Claude Giroy, qui était du côté, lui, parce que la porte où était M. Courage, d'un bord où j'étais, c'était le côté Seine, puis le bord de Claude, c'est le côté Régie. Et Claude Lepré, il a tiré du côté Régie. Moi, j'ai reculé et on était 2-3, on a fermé les portes. Quand tu as fermé la porte, qu'est-ce que tu voyais? J'ai rien vu dehors. Tu n'as pas vu dehors? Non, tout ce que j'ai vu, ça a été un cri, tout le monde ça s'est mis à paniquer. J'ai poussé la porte et là, j'ai vu arriver des policiers devant moi, avec comme dans un film, avec le revolver pointé là, sur moi qui descendait. Ils arrivaient de l'extérieur, eux? Ils arrivaient de la scène. Et c'est là que... Ils arrivaient de scène. Ouais, il y en a deux qui ont pris en charge Mme Marois avec Jean-Marc qui est arrivé
un des premiers. Jean-Marc Huot. Ouais. On va en parler maintenant, puis on va revenir sur la suite des événements. Jean-Marc Huot c'est qui Jean-Marc Huot? Juste pour les auditeurs, Jean-Marc Huot est un personnage proche du parti, proche de Mme Marois. Je vais demander à Harold qui nous éclaire un peu sur qui est Jean-Marc Huot. Il faut que vous sachiez que Jean-Marc Huot est mort cette semaine, tout récemment. Puis j'ai jamais vu, moi personnellement, je savais pas qui était le personnage Jean-Marc Huot. Mais j'ai jamais vu converger autant de messages de sympathie, puis je te le dis, là, je suis au cœur de la bulle péquiste, puis d'une bulle politique, c'est arrivé de tous côtés, des messages de sympathie qui ont envahi le web. J'avais rarement vu ça. C'est d'ailleurs cet événement-là qui m'a donné l'idée de faire cette entrevue-là avec toi à ce moment-là, parce que j'ai vu aussi que tu avais fait un message que tu avais dédié à son honneur. Peux-tu nous dire, on va faire un petit aparté, on va revenir aux événements. Qui est Jean-Marc Huot? Jean-Marc, c'est un fonctionnaire de l'État. C'est un gars de Limoilou, c'est un gars de la Basse-Ville, c'est un bon joueur de balle, c'est un lanceur de balle assez... je sais pas si il y en a qui se rappellent du temps des 4 chevaliers O'Keefe. J'ai vu ça, moi. Bon. Mais lui, il était dans ces entourages-là à l'époque. C'est un lanceur de balle assez puissant. Mais c'est quelqu'un proche du monde. C'est quelqu'un qui vient de la Basse-Ville, de la misère, qui a connu, puis c'est pas un péteux de brou, comme on peut dire. Mm-hmm. C'est un fonctionnaire qui travaillait au ministère de la Santé. Il travaillait au ministère de la Santé longtemps, et Mme Marois était ministre de la Santé. Je pense qu'ils se sont comme connus là. Mané était à la retraite, il était sur le bord de la retraite, et il a suivi Mme Marois, plus dans les cabinets politiques. Et, comme bénévole? Il était sur le payroll. Il était engagé. De paix. Il était engagé. Mais son rôle, ça a tout le temps été un peu d'accompagner Mme Marois, l'aider pour les événements. Il était un peu un genre de majordome, qu'on dit. Mais il était proche de la famille de Mme Marois, proche de tout le monde, proche de nous autres. C'était quelqu'un qui était tout le temps là pour dépanner. On avait un problème, on disait, appelle Jean-Marc, c'est le Jean-Marc qui règle. Ou à un moment donné, il fallait faire je sais pas, moi, ça m'est arrivé souvent, il fallait que j'aille à Montréal, puis le lendemain matin, il fallait que je sois à mon bureau à Québec, puis là, j'étais brûlé, Jean-Marc disait, embarque, je vais t'amener, on fera un aller-retour dans la nuit, puis Jean-Marc qui conduisait, on pouvait dormir à côté. Jean-Marc, c'était... quand les gens appelaient au bureau, des fois, il a fait ça longtemps, les gens appelaient pour soit nous féliciter ou soit nous blâmer, et Jean-Marc prenait le téléphone et répondait aux personnes directement. Il a essayé d'expliquer nos positions, il prenait le temps de les écouter. Puis il me disait souvent, Harold, c'est à pleine lune, j'ai l'impression que je vais avoir plusieurs téléphones aujourd'hui. Effectivement, il avait, mais il était patient, il parlait à tout le monde. Il était patient? Il aimait le monde? Il aimait le monde. Moi, il travaillait beaucoup. Il a travaillé avec moi un peu aussi au bureau du WHIP, parce que le bureau du WHIP, il faut prendre soin des députés et tout ça. Fait qu'il a travaillé avec moi. Il a travaillé pour Sylvain Simard, le ministre Sylvain Simard. Il a travaillé pour quelques personnes comme ça, mais toujours un peu dans le même métier, c'est-à-dire... soit chauffer l'auto, s'assurer des déplacements ou accueillir des gens. Accueillir des gens, c'était magique là, avec Jean-Marc. J'ai vu des photos, il y a un sourire incroyable. Incroyable. Moi, j'ai des gens de Rimouski qui l'ont connu une ou deux fois quand ils sont venus ici à l'Assemblée nationale. C'est Jean-Marc qui est allé les accueillir. Ils sont tristes là, à Rimouski. Ils vont dire « Ah, c'est pas vrai, Jean-Marc, ils l'ont vu 2 fois. » Mais ils sont tombés sur le charme de Jean-Marc. Et Jean-Marc leur parlait, il trouvait de la famille. Il était effrayant, Jean-Marc. Puis il était très, très, très proche de Mme Marois. Là. Donc, il y avait un rôle non officiel. Mais très important. Oui, très important. Je dirais pas non officiel, parce que dans l'organigramme, c'est important d'avoir cette personne-là. Ça fait en sorte qu'on n'est jamais mal pris, puis on est capable de bouger rapidement. Puis, ce soir-là, au Métropolis, il était là encore, dans les loges, pour s'assurer que Mme Marois ait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il faut pour se présenter comme il faut. Fait que, il était là autour, il allait accueillir les invités de Mme Marois, il faisait des blagues avec tout le monde. Donc, il est aux premières loges, lui. Ouais, il est dans la première rangée, j'imagine, lors de... Ouais, mais il était derrière la scène. OK. Et puis, Jean-Marc a tout le temps été proche aussi des gardes du corps, parce que de Mme Marois, vu qu'il était quelqu'un qui dépendait Mme Marois souvent... Il avait un rôle logistique important. Les gardes du corps, ils devaient travailler avec lui. Là, constamment. Fait qu'il était très proche d'eux autres. Et c'est pour ça que ce soir-là, quand c'est arrivé, puis il a fallu sortir Mme Marois, Jean-Marc était
avec les gardes du corps très proches, puis il a été le premier à se tirer pour... il y a cette photo-là saisissante qui finalement est la photo qui a cristallisé l'histoire par rapport à cet événement-là, où on a deux individus qui viennent justement s'interposer, se pitcher sur Mme Marois pour la protéger. Ils ont pas l'air tiré chacun du même bord. Chacun ont l'air de vouloir l'amener chacun de leur côté. J'ai appris cette semaine que ce ne sont pas deux policiers. L'individu, puis pour les gens qui nous écoutent, c'est une photo qui est facile à trouver. Quand vous faites une recherche sur les événements du Métropolis, c'est la première photo sur laquelle vous allez tomber. C'est la fameuse photo sur scène où on voit Mme Marois qui, justement, là, il y a des gens qui s'en vont près d'elle pour assurer sa sécurité. Moi, j'ai toujours cru que c'était deux policiers. Il y a Jean-Marc qui n'est pas policier, l'autre c'est un policier. Donc, il y a un policier à droite, puis à gauche, quand on regarde à la droite de Mme Marois, c'est Jean-Marc qui s'est précipité sur scène pour assurer sa sécurité. Pour assurer sa sécurité. Puis il l'a pas lâché le reste de la soirée. Il était là tout proche, puis Mme Marois, mais aussi la famille. C'est la mère de Mme Marois, les enfants de Mme Marois. C'était ça, Jean-Marc. Puis le reste de la soirée, il doit avoir fait ça aussi. Là, moi, j'étais... je vais vous raconter où j'étais ce soir-là, mais j'ai pas pu voir. Mais Jean-Marc était... Puis les surlendemain, il était encore là. Le lendemain matin, on préparait la rentrée politique, puis Jean-Marc était déjà au cabinet, prêt à travailler. Lui était déjà à sa job le lendemain? On était tous à la job. Moi aussi, j'étais là le lendemain matin. Étiez-vous à la job déjà, même parce que, justement, il y avait ce besoin-là de pas prendre trop de temps pour pas justement se mettre à shaker, un peu comme t'évitais les pages, là, tu sais, que tu nous disais tantôt? Moi, je pense que oui. Parce que cette soirée-là, je continue à partir de quand on a fermé les portes, juste pour vous expliquer. On ferme les portes, et là, moi, les deux policiers arrivent devant moi avec le revolver pointé. Là, ils me reconnaissent. Fait qu'il y en a un qui me tasse un peu avec son bras, il me tasse un peu de la porte, il ouvre la porte. Il entrouvre la porte. Et là, il dit, genre... C'est sérieux. C'est sérieux. Il referme la porte et là, la porte explose. Boum! Le gars avait un cocktail Molotov, un cocktail de feu. Là, fait qu'il a tiré dans la porte et la porte a flambé d'un coup sec. T'es-tu sérieux? Je savais pas ça. La porte a flambé et là, c'est venu rouge. Et là, la panique a pris. Là, c'était la panique. Et tout le monde se poussait. On savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver. Dans la petite loge, là, je vous disais, il y avait un rideau noir puis qui était sur le bord il y avait beaucoup de monde qui était là qui regardait Mme Marois, mais là, la panique était prise là-dedans. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui... on ne savait plus trop ce qui arrivait. Ça se poussait dans la salle. Là, j'avais des walkie-talkies, puis là, je disais au monde, calmez-vous, c'est correct, ça va être correct, calmez-vous. Puis je disais aux autres de se calmer. Mais tout le monde, on savait. Ceux qui étaient dans la salle ne savaient plus trop ce qui se passait. Ils voyaient des flammes dans la grande porte en arrière du stage, pas très loin. La boucane. Et là, c'était la panique puis le free-for-all, parce que il y avait deux policiers, je me souviendrai tout le temps, de la police de Montréal qui arrivent, puis les autres, bon, la porte était cordonnée, elle finissait de brûler. Dehors, il y avait probablement ramassé le tireur puis il l'avait mis à terre. La menace était comme écartée, mais il y avait de la panique. Puis les autres, mais il avait mis comme un genre de cordon autour de la scène où M. Courage était tombé pour dire que c'était la scène de crime. Puis là, il ne voulait pas qu'on passe là, mais ce cordon-là, il m'empêchait de rentrer dans la porte qui descendait dans les loges. Puis moi, j'avais plein de monde qui paniquait dans les coulisses, qui ne savait pas par où sortir, qui avait le grand rideau. Donc, ce cordon-là bloquait l'issue. L'issue pour rentrer en bas. Pour fuir. Moi, j'essayais de m'expliquer. Je dis, laissez-moi ouvrir cette porte-là. J'ai du monde ici qui sont pas très... qui sont en panique. Je veux les redescendre dans la loge. Elle n'est pas question. Et là, c'est un des gardes du corps de la sûreté qui lâche un cri. Il dit, Harold, vas-y, laisse-les passer. Puis là, les deux policiers sont tassés. On dit, ah. Fait que j'ai fait rentrer du monde dans la loge. Essayer de calmer le jeu. Et là, les policiers, les ambulanciers sont venus chercher M. Courage. Les affaires comme on a voulu se calmer. Et là, Mme Marois, je pense qu'elle a fini son discours. Elle dit à tout le monde de partir tranquillement. Oui, je me souviens, moi, j'étais chez moi devant la télé. Elle disait de partir tranquillement, fait que le spectacle est arrêté là. Tout le monde est revenu, et là, on était dans les loges en bas, tout le monde, Mme Marois avec les autres, puis là, tout le monde il n'y avait pas... Est-ce que vous réalisiez ce qui venait de se passer à ce moment-là? On ne savait pas le décès dehors encore. On ne savait pas qu'il y avait un décès en bas des escaliers. Mais même que vous étiez face à un attentat... Non, on ne comprenait pas. Mais on était en dedans, fait qu'on voyait pas tout. On voyait les choses à la télé, par en dedans.
qu'est-ce qui se passait dehors, mais on savait pas trop. C'était comme un peu... C'était fucké. On voyait dans la télé qu'il s'était passé direct à côté de nos portes, mais on pouvait pas sortir, on savait pas trop. C'était policier-là qui a donné l'ordre aux policières de te laisser passer, qui a imposé. Ça, c'est des espèces de super policiers Non. Non? C'est les gardes du corps de Mme Marois. Il devait avoir 4 ou 5 gardes du corps, là, je me souviens plus trop. Mais ces gars-là sont pas habilités à te donner des ordres qui vont au-dessus de... Non, mais là, on se débrouille. Là, c'était genre, laisse faire ça. Laisse faire ça, il y avait du monde qui pleurait. Laisse faire la procédure. Là, on passe. OK, c'était la logique qui parlait, c'était deux corps la de nécessité. policiers différents. Tu avais la police de Montréal, puis ça, c'était la SQ. Puis là, il y a quelqu'un, je pense que c'est la police de Montréal qui vient me voir. Puis elle me dit, vous avez vu ce qui s'est passé? Je dis, ouais. Il dit, on aurait besoin de témoins pour faire la reconstituer. Je dis, OK. Et là, au moment où j'ai dit OK, ils m'ont installé à côté, dans une petite salle, au Métropolis, puis ils dit, parlez plus à personne. Tu n'avais plus le droit de contact. Ouais. Et mon chum Claude Giroir, qui était aussi témoin, ils l'ont mis d'un côté. Puis ils nous ont tous placés. Ils isolaient les témoins pour protéger l'histoire. Pour pas qu'on contamine nos histoires. Et là, ça a commencé ma soirée. Il devait être, à ce moment-là, 11h, 11h30, je ne sais pas, autour de ça. Et là, on m'emmène avec 2 policiers qui viennent me chercher. Ils m'emmènent dans un auto de police. Ils m'emmènent au poste de police à Montréal. Puis ils font ça pour chacun. On se ramasse une douzaine au poste de police, chacun dans des isoloirs. Là, et comme à télé, là, avec 2 policiers en avant de toi, puis toi, t'es assis là, puis devant, t'as juste pas les menottes, parce que... et là, ils te posent plein de questions. Comment t'as vu ça? Comment ça s'est passé? Puis là, je raconte un peu cette histoire-là. Et là, il est rendu 2h30. Puis là, le monde essaie de m'appeler, savoir ce que je suis. Et là, il me dit non, vous répondez pas de texto. Je dis là, ils sont inquiets, là. Ils ne savent pas ce que je suis. Là, il me dit OK. Fait que là, j'écris un texto, j'y monte. Il dit OK, tu peux l'envoyer. C'est quelque chose, hein, vraiment. Puis là, à 2h30 à peu près, il y en a un qui vient me voir. Le policier dit là, je suis désolé. Il dit c'est la Sûreté du Québec qui prend la suite de l'enquête. Puis là, les enquêteurs s'en viennent. Puis ils partent de Québec. Fait qu'il dit, il faut attendre. J'ai dit, de Québec. J'ai dit 2h30. Les autres, ils roulent à 200 km/h, ça à 20 par contre. Les gars, ça prend au moins 2h30 avant qu'il arrive, qu'il parle à tout le monde, puis ça arrive à moi. Et j'ai raconté l'histoire. Mais toute cette nuit-là, là, je l'ai passée dans ce cubicule-là avec le. T'as pas pu célébrer la victoire. J'ai rien célébré, là. Puis non seulement je célébrais pas, mais j'étais fatigué, puis c'était pas Jojo. Là. Fait un moment donné, puis un des 2 policiers venait de Québec. Fait nos enfants avaient joué du hockey à Québec. Fait qu'on avait parlé de hockey un grand bout de la soirée. Pas de parler d'autres choses, mais... Puis là, moi, je savais pas là, comment ça s'était fini. T'es complètement là, isolé. Fait qu'à 5h, 5h30, ils nous ramènent les policiers nous ramènent à notre hôtel. Là, j'étais avec Claude dans l'auto de police. Et il y a un policier qui dit c'est une grosse soirée, là, il y a eu un mort. Il nous explique. Toi, tu savais pas encore? Non, je savais pas. Il dit il y a un décès, l'autre il est correct, mais il a été blessé. Puis là, on apprend tout ça. Puis là, il dit vous, monsieur, celui qui est décédé, M. Blanchette, c'est le numéro 1. M. Courage, qui a eu la balle, c'est le numéro 2. Il regarde Claude, il dit vous étiez le numéro 3, puis il me regarde, vous étiez le numéro 4. En termes de séquence de décès. Arrêtez-toi là. Et là, je suis resté. On est restés gelés tous les deux, on s'est regardés, puis là, il nous amène à l'hôtel. Il t'a rendu quelle heure? Il était 5h, 5h30. Donc, à 5h du matin, c'est là que tu as réalisé que tu as été en danger. Là, j'étais en danger. Et là, je suis allé à ma chambre d'hôtel, juste à côté. J'ai regardé mon téléphone, j'avais une réunion à 8h, 8h30 pour, avec Mme Marois, pour préparer la relance, le gouvernement. 8h30, je me suis présenté à Place Ville-Marie. Mme Marois m'a regardé, elle a dit « Harold, as-tu besoin d'aide? » J'ai dit « Non, ça va aller, Mme Marois, on va se mettre à l'ouvrage. » Elle dit « Si tu as besoin d'aide, tu me le dis, on a des... » J'ai dit « Non, ça va aller, on se met à l'ouvrage. » Est-ce que tu penses qu'il aurait dû t'imposer de l'aide? Oui. Oui, hein? Oui. Tu pouvais pas, t'étais pas en bonne position de décider si tu avais besoin d'aide, me semble. Non, aujourd'hui, je pense, j'en parle, puis tu vois, c'est un moment qui est c'est particulier. J'ai vu ma soeur était comme invitée, elle, je la voyais pleurer, j'essayais de la calmer de loin, elle était dans la loge, pas loin, avec son chum. Son chum avait aidé à fermer la porte, tout le monde paniquait. J'essayais de calmer le jeu, j'ai pris sur moi beaucoup, j'ai travaillé fort. Ma sœur a eu un choc post-traumatique, c'était musculaire. À un moment donné, tous les muscles ont lâché pendant une couple de semaines. C'était difficile. Claude, ça n'a pas été facile pour lui aussi. Moi, je m'en ai tiré.
Mais ça me rattrape. Des fois, je disais que des fois, c'est comme... moi, quand je vais dans une activité publique, j'en fais plusieurs, là, je fais des discours, puis, quand je regarde où sont les portes, je regarde si j'ai une porte derrière moi. T'es survigilant. Ouais. Je regarde s'il y a une porte derrière moi. Je n'irai pas... Hyper vigilant, comme on dit. Je n'irai pas si... il n'y a pas de place de sortir vite, pourtant. Et je sais pas, moi, s'il y a une chaise qui tombe pendant la soirée, ou là, je viens comme un gros coup de frisson. Là, fait que t'es resté avec des traces. Des traces de ça, c'est sûr. C'est certain. Quand je suis allé en Afrique récemment, là, pour l'Association des parlementaires de la francophonie, c'est quelque chose aussi, là, ces grandes salles-là, puis je voyais la sécurité, puis je voyais... C'était un peu paniquant de voir... moi, quand il y a des grosses salles pleines, là, puis tu regardes autour, regardes voir si... Parce qu'après le Métropolis, moi, je suis resté au bureau du WIP de 2012 à 2014. Et on a fait des caucus, on a fait des assemblées, et là, les policiers, c'était beaucoup plus serré, et moi, j'étais beaucoup avec eux autres, là. C'est des choix de salles de réunion, on choisissait ça comme il faut. Puis là, je faisais le tour avec les policiers. Toi-même, tu étais plus vigilant par rapport à la sécurité, comme on en a parlé tantôt, mais c'était aussi ton cas. C'était pas juste l'histoire de police. On surveillait. Mais là, tu vois, puis tantôt, je te parlais de Claude Roy, de Marie Barrette, de l'entourage de Mme Marois. Tout le monde a été un peu marqué par ça. Mais Mme Marois, c'est une femme solide. Parle-moi donc de sa réaction, ce soir-là. Vas-y, dans l'ordre que tu as envie, explique-moi un peu comment est-ce qu'elle l'a vécu, sa réaction et son après. J'ai l'impression que Mme Marois a voulu, en bonne mère de famille, calmer tout le monde. Elle s'est dit, si moi je panique, tout le monde va paniquer, je paniquerai pas. Tu penses qu'elle a été consciente, elle? Ouais, elle a volontairement fait ce choix-là? Oui. Elle a décidé qu'il ne fallait pas qu'elle laisse transpirer de la panique, puis que ça pourrait... Puis elle n'a pas voulu en faire c'est vraiment sa décision. Elle n'a pas voulu en faire un événement politique. Certains lui ont reproché en disant « Pauline, c'était un attentat politique. » Sur Wikipédia, c'est comme ça qu'il est présenté. Ouais. Et Mme Marois voulait comme pas jouer ça. Puis dans le fond, elle voulait comme lancer son gouvernement comme il faut. Là. Elle avait des engagements. Elle voulait pas que ça vienne distraire aussi de tout ce qu'elle avait à faire. Fait que, elle voulait profiter du moment. Déjà que le fait d'être minoritaire était un peu déçu de tout ça, mais il fallait qu'elle se ressaisisse, puis il y avait des choses à faire. Puis, c'était une façon en même temps de ne pas laisser gagner cet événement-là, parce que ça aurait justement pris le dessus sur l'événement qui était l'élection d'un parti. Sûrement, je pense que c'est... du Parti québécois. T'as pas tort, je pense. Wow. Ouais. Mais je veux dire, ça demande... C'est toute une preuve de leadership, là. Oui. Non, c'était quelque chose. C'est une démonstration stratégique vraiment intéressante, impressionnante. Oui, parce que le lendemain, on était à la place Ville-Marie. À PVM, c'est la place où l'opposition officielle à Montréal est installée. Et c'est comme ça, là, c'est des locaux loués par l'Assemblée nationale à la place Ville-Marie, puis ça appartient à l'opposition officielle. Fait qu'on était là pour préparer les affaires, et c'était le petit comité là, qui se réunissait depuis un mois là, pour faire la campagne. On s'était réunis là, à la place Ville-Marie autour de la table pour... C'était les derniers moments où vous occupiez ça? Ouais. Pour 4 ans? Ou en tout cas, ça nous a fait moins 2 ans. Mais c'était aussi c'était là où on mettait des échéanciers. Là, quand est-ce qu'on nomme le Conseil des ministres, comment la sermentation des députés, etc. C'est là que tu l'as revu à 8 h du matin. Ouais. Mais revenons avant. On parlait de Mme Marois puis de sa réaction. Pour ceux qui n'ont pas... c'est quelque chose qui est disponible, j'imagine, sur YouTube, même facilement. Donc, elle a vraiment choisi de rester sur place. Il y a des gens, M. Huot, des policiers qui ont cherché à l'évacuer. Elle a choisi de rester sur place pour les... Elle sait, je me souviens bien, ils l'ont tassé, et là, quand le feu a pris, là, elle a vu le feu. Là, elle a vu ça, elle savait ce qui se passait. Parce que quand ils l'ont tassé sur la scène, ils l'ont tassé du côté des deux portes. C'est un peu particulier ça aussi. Là. Et ils l'ont tassé du côté des portes qui étaient en flammes. Fait qu'elle a vu le feu. Mais quand le tireur a été mis à terre dehors, puis là, les policiers, on a vu là, qu'ils commençaient plus à sécuriser. Là, ça a été assez rapide. Et là, elle est revenue sur scène pour dire... Poursuivre, mais pas très long, juste pour dire aux gens, calmez-vous, rentrez à la maison, on va se revoir, merci pour l'élection. Quelle a été la réaction
des militants, justement, de la foule? Beaucoup d'incrédulité, là, tout le monde ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Mais moi, comme je te dis, j'ai pas pu voir ça. J'ai pas pu être dans la foule quand Parce on que est tu étais sorti. isolé par les policiers. J'étais derrière, puis j'essayais de faire entrer le monde dans ma loge. Puis après ça, j'ai été isolé par les policiers. Enfin, je l'ai pas vu, mais j'entendais dans mon walkie-talkie mes collègues un peu partout là, amener les gens à sortir et ça semblait bien se passer. Là. Mais c'est sûr que c'était quelque chose quand on m'a sorti pour prendre l'auto de police pour m'emmener au poste. Là, j'ai sorti dehors pour la première fois et c'était une drôle de... L'asphalte était mouillé, là, il n'y avait plus. Drôle de scène. C'était une drôle de scène. C'était dans le chemin, là, les policiers à bord puis de l'autre, les lumières rouges qui allumaient, puis qui reflétaient sur l'asphalte mouillée. C'était... Puis dans une ville que je connais pas beaucoup, Montréal, moi je connais pas beaucoup. C'était quelque chose. Puis, je me souviens toujours. Y a-tu un petit côté, tu vas peut-être trouver ça bizarre, je te dis ça de même, mais poétique à la... Tu sais? C'était un moment que tu n'oublies pas. Il y a des images. Mais ce moment-là, là, quand je suis sorti du Métropolis... Où c'est venu accentuer le drame, la beauté un peu de la scène. Là, tout le monde s'était calmé. Il n'y avait presque plus personne dans le chemin, sauf les policiers puis les lumières de police qui reflétaient partout, l'asphalte noir, beaucoup de débris qui étaient restés. Là, le tireur avait été évacué. Le tireur avait été évacué. C'était redevenu calme. Mais il devait être peut-être ça minuit et demi. Là. C'est intéressant de voir c'est quoi les petits moments comme ça qui t'ont marqué puis que tu t'as retenu à travers tout ça, tu sais. Il y a des petites choses, tu sais, qui sont venues s'imprimer dans ta mémoire. Ouais. À 5h30 aussi le matin, quand je suis arrivé à l'hôtel, dans mon hôtel. Il me laissait sur le bord. Tout le monde restait dans le même hôtel, là, les bénévoles. Claude avait sa chambre là aussi. Puis on rentre là. Je rentre dans ma chambre. 5h30, je dis, quelle sorte de soirée que je viens de vivre? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis tu accroches ton linge, puis tu te couches, puis tu dis... La vie doit continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Là, tu pleures un peu. Ah oui? Ouais. T'as décompressé sur le moment? Ouais. Après ça, tu recommences. En as-tu reparlé avec Claude? On s'est reparlé quelques fois. Des fois, on s'écrit. Je vois que Claude, c'est difficile pour lui de passer à autre chose. Hein. Des fois, je le vois faire. Il sent... Tu sais, on n'oublie pas les deux qui sont décédés, les deux personnes qui sont décédées. C'est la personne qui est décédée, l'autre qui a été blessée. En fait, il y a Denis puis Dave qui a été blessé. On n'oublie pas, puis... mais en même temps, tu sais, c'est le fait qu'on n'a pas voulu en faire un attentat politique, c'est pas aussi une façon de déresponsabiliser ces personnes-là. Mais c'est une folie. Est-ce que tu vis, par rapport au fait que ça a justement pas... C'est pas devenu un attentat... ça n'a pas vraiment été présenté comme un attentat politique. Est-ce que tu vis une certaine injustice par rapport à ça? Aurais-tu aimé que ça soit reconnu comme tel publiquement, ne serait-ce que pour... Non. Que ça soit adressé dans ce que c'était, puis que à ce moment-là, vous vous sentiez un peu plus respecté dans ce que vous avez vécu? Non. Non, moi, j'ai eu... C'est un constat, mais que des gens puissent vouloir tuer parce qu'ils ne respectent pas ton opinion, ça, je pensais pas que ça existait. Puis là, je l'ai vécu. Là. Puis ça existe partout ailleurs, puis ça existe la religion. Pas habitué à ça au Québec. Là. Pas habitué à ça au Québec. Puis moi, je suis souverainiste depuis longtemps, mais je j'haïs personne. Moi, je suis souverainiste pas contre personne. Je suis pas souverainiste parce que j'haïs les maudits anglais. J'ai jamais pensé ça de ma vie. Je suis souverainiste positif. Je suis pas... puis tout le monde fait partie de mon pays. Et là, quelqu'un il arrive et il veut te tirer parce que tu es souverainiste. Ça me... ça a été comme une révélation que ça pouvait arriver. Est-ce que ça fait plus que la violence du geste? Ouais, ça, c'est un genre de naïveté qui m'est comme tombé. Ça, c'était... Puis l'autre affaire où on se sent un peu coupable, c'est ça, puis peut-être Claude, des fois on s'en passe un peu, ça, c'est... on parle de toute l'affaire, de courage de Mme Marois, on parle de ce qu'on a vécu, nos chocs post-traumatiques, on parle de tout ça, mais il y a quand même quelqu'un qui est décédé, ouais. Puis qui a une famille, puis
que cette personne-là était un technicien, qui n'avait probablement pas d'opinion politique particulière, qui était venu juste aider, qui allait fumer sa cigarette parce qu'il était... Il a été abattu à l'extérieur. Abattu parce qu'il y a un gars qui haïssait les péquistes qui était en dedans, mais lui, il n'avait rien à cirer de ça. Il était un technicien. Il travaillait, lui. Puis l'autre qui est blessé et qui traîne ça depuis longtemps. On se sent mal un peu de ça, c'est sûr qu'on se sent mal de ça. Tu te sens coupable? Je dirais pas coupable, là, mais on se sent mal de ça. C'est sûr qu'on se sent mal de ça. Donc, tu les connais pas, Denis Blanchette et Dave Courage, tu les connais pas? Non, je suis allé, c'est une autre affaire un peu spéciale, comme chef de cabinet du WIP, on organise souvent des événements où quand les députés ont à se déplacer, on organise ça. Et quand il y a eu les funérailles de Denis Blanchette à Montréal, ben moi j'organisais les transports pour m'assurer que les députés soient là. Je m'assurais avec les gens du protocole que les députés aient leur place, puis les affaires. Ben voyons. Ah ouais, c'est méta, ça. C'est... Ben voyons. Ah, c'était fou, ça. C'était fou. Fait que j'étais dans... C'est complètement... Ils ont fait organiser la logistique de tout ça à une des victimes de l'événement. C'était le protocole de l'Assemblée, là, du gouvernement. Mais moi, comme mon rôle, c'est de m'assurer que les députés aient leur place comme il faut, puis tout ça. Fait que moi, j'étais dans l'église, sur le parquet de l'église, j'ai vu arriver les députés et les ministres. Je disais, vous allez vous placer là, vous allez être là, vous allez être là, vous allez être là. T'sais. Les anciens, moi, je me rappelle de M. Landry qui est arrivé. M. Landry, il m'a regardé, il était un peu surpris. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'accueille les gens. Il dit, ouais, mais toi, comment tu vas? Ouais. J'ai dit, ça va bien, M. Landry, merci, ça va aller. T'sais. Il était certain, je dis, oui, ça va aller. C'est le seul qui avait compris un peu le ridicule de la situation? Ouais, c'est le seul qui m'avait dit ça. L'absurdité de la situation? Ouais. Mais en même temps, ça paraissait pas. Là, je faisais ma job. C'était un gars de devoir beaucoup, hein? Devoir public. Ouais, je suis je suis pas un gars de carrière. Moi, je suis un gars de... On a des batailles à livrer, on a des choses à faire, on les fait. C'est fascinant. C'est fascinant de voir à quel point... Puis tu sais, on peut pas mettre le doigt sur quelqu'un ou pointer quelqu'un par rapport à cette situation-là, mais collectivement, avec le pas de recul, c'est incroyable que cette situation-là soit arrivée, que t'aies été imposé. Ben, en tout cas, je dis imposé, je veux pas, trop dramatiser la chose, mais quand tu y penses, je veux dire, c'est... J'ai jamais raconté ça à personne, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Merci. Puis c'est parce que c'est toi, parce que c'est... puis je me suis caché après, il y a eu des commentateurs. Une fois, j'ai parlé de ça, là, je pense TVA, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada, mais une seule fois. Mais les gens, quand j'avais dit ça, je me suis pris tout le temps... Là, j'étais député. Ça faisait une couple d'années là, que c'était fait. Et je parle un peu comment que je vivais un peu les chocs. Je parlais le bruit dans une salle, puis les portes. Puis je suis arrivé dans le caucus après, puis Sylvain Gaudreault, il s'était levé, puis il avait dit « C'est quand même spécial, on vit avec du monde pendant des années et des années. Puis alors, on était avec toi depuis longtemps, mais jamais on a pensé ça. T'sais, la vie va vite, on roule vite, on a des choses à faire. » Puis lui, il m'avait entendu à la télé expliquer ce bout-là. Il dit, on ne savait pas, Harold, que tu vivais ça. J'ai dit, je n'avais jamais parlé trop. Mais c'est un peu ça, la politique. C'est un monde fou où tout roule vite et les événements s'enchaînent et on passe à un autre appel, on roule. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Écoute, j'essaie moi-même de digérer ça à grande vitesse, là, parce que j'entends ça, puis c'est les implications de tout ça me semblent tellement multidimensionnelles que faudrait que j'aille du temps pour pouvoir vraiment bien analyser ce qui s'est passé là. Mais ce qui me met sous le choc particulièrement, c'est de voir que les choses vont tellement vite. Vous êtes tellement dans un monde où le devoir passe avant toute chose que c'est après plusieurs années qu'on se rencontre avec un pas de recul que ça n'avait aucun sens que tu te retrouves. Finalement, on a demandé à une victime d'organiser la logistique du... Non, mais je sais que tu veux pas... Je sais, puis je suis d'accord avec toi, puis précisons-le cet aspect-là, puis tu sais, parce que ça serait vraiment dommage qu'on... Mais reste une chose, c'est que c'est quand même ça, c'est... Il y avait une certaine... Il était impacté, mettons. Il y avait un manque de sensibilité de demander à un... Mais en même temps, je comprends qu'on peut pas pointer personne pour dire...
Wow. Écoute, regarde, tu vois, j'ai de la misère moi-même à l'encaisser. Moi, c'était quelque chose, mais là, c'est plus personnel. Moi, 2011, je perds mon père. 2012, c'est le Métropolis. 2013, je perds ma mère. 2014, je suis rendu député à Rimouski. Je m'installe à Rimouski. Et la vie a tout changé. Ça a été bang, bang, bang. Pouf, on est passé à d'autres choses. Il y a un Harold post-2014 Ouais, et mais c'est pré-2011. spécial. Ces années-là ont été intenses. Vraiment intenses. Ouais. C'est fascinant. Les as-tu rencontrés, la famille de... As-tu rencontré Dave Courage depuis? J'ai croisé une fois à l'église au moment des funérailles. Là. Aimerais-tu lui parler aujourd'hui? Aimerais-tu aller prendre un verre avec? Aurais-tu de quoi lui dire? Non, j'ai pas... ça peut donner, ça donne, mais j'ai pas... non. Je sais pas comment il vit, qu'est-ce qu'il fait, mais des fois je pense à lui, je pense à... Mais en même temps, lui était une victime d'un geste fou. Direct. D'un geste fou qui nous a tout impacté, tout le monde. Mais puis comme je suis pas à Montréal, rapidement je suis revenu à Québec, puis là je suis à Rimouski, fait que je suis loin de ces... Tu n'as jamais eu cette occasion-là. Puis la famille de Denis Blanchette, est-ce que... Jamais revu. Je les ai vus cette fois-là. Puis j'ai jamais revu. Je me souviens pas. Comment tu te sentirais si tu te retrouvais je vais dire confronté, c'est pas le bon mot, mais si tu les rencontrais? Je sais pas. Mais je me sens pas coupable personnellement. Je pense pas que la famille politique est coupable de ça. Là. C'est la folie. Mais je trouve ça triste, ce qu'ils ont vécu, puis triste que ça a pris une victime comme ça, là, que c'est arrivé à cette personne-là, qui ne demandait pas ça, qu'elle a juste fumé sa cigarette. C'est fou. Mais tu vois, quelques années plus tard, j'ai un ami, Louis Chabot, un gars de Québec. Lui, il était parti faire de l'aide humanitaire à Ouagadougou, qu'on appelle, au Burkina Faso. Avec beaucoup de gens de Québec, ça avait fait beaucoup de manchettes. Puis lui, il revenait sur Québec après avoir aidé à faire des écoles. Il était à l'hôtel, il est arrivé des tireurs. Ils ont tiré. Les 6 ou 7 personnes sont mortes. Louis est mort. Ah oui, je me souviens. Oui. Louis, c'était un ami de la famille. Puis tu sais, quand je regarde ça, moi, quand j'ai ça, c'est arrivé, mes affaires ont allumé là, du passé. Des gestes terroristes. Là. Mais tu sais, c'est Louis. Il était allé aider. Il est là. Il prend un lunch avant de prendre l'avion. Il y en a un qui passe, il tire dessus. Puis on le voit plus. Puis il y a des enfants. C'est complètement... C'est fou, la vie, des fois. C'est fou. C'est complètement fou. Il aidait. Fait que... Il y a des folies comme ça, des fois, qui sont inexplicables. Il y a eu un concert bénéfice qui avait été organisé justement pour la famille de Denis Blanchette. Est-ce que tu as assisté au spectacle? Tu n'as pas vraiment eu d'occasion de retour sur l'événement, hein, ce que je constate? Non, j'ai... l'événement... les interrogations. L'événement, les funérailles à l'église. Je me souviens de l'église, je me souviens de la famille où il était installé. On a rentré dans l'auto, je suis revenu ici, la vie a continué. Puis pendant ces années-là, j'ai évité d'en parler. J'ai évité de lire là-dessus. J'ai évité les événements qui parlaient de ça. J'ai comme voulu éviter. Je suis en compagnie de mon chien dans le cadre de l'entrevue. C'est les sons que vous entendez là. Formalisez-vous pas de cet événement-là. C'est Snoopy. Donc, aujourd'hui, c'est un retour que tu n'avais pas eu vraiment l'occasion de faire. Tu as eu quelques entrevues avec des médias, des grands médias. Mais au moment du jugement de Richard Bain, justement, Snoopy vient de se... Ouais. Le moment quelqu'un était venu me voir, j'ai fait 2-3 déclarations, des entrevues, mais c'est tout. J'ai jamais refait. Est-ce qu'il y a eu une recherche de sensationnalisme autour de cette histoire-là? Parce que c'est pas banal. Non. T'as pas eu l'impression que les médias avaient cherché à justement essayer d'en savoir plus? Puis par rapport à moi? Par rapport à toi, par rapport à l'événement, essayer de se rapprocher de gens qui l'ont vécu pour puis tu sais, je l'amène du côté du sensationnalisme, mais je devrais peut-être pas parce que il y a cet élément-là, on est tous curieux, là, il y a une curiosité que je dois t'avouer là, qui est piquante, là, tu sais, quand je te parle, mais même
décortiquer, de décoder, de décrypter, de revenir sur tout ça pour mieux comprendre? Mais il y en a un qui a subi beaucoup le lendemain, il a dû expliquer des choses, puis il a subi beaucoup de pression, puis ça n'a pas été facile pour lui. Puis lui, j'aimerais ça lui reparler, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. C'était Yves Desgagnés. Lui, Yves Desgagnés, qui était le metteur en scène, qui était là très au côté, puis très près de Mme Marois, lui, le lendemain, le téléphone n'a pas dérougi, là. Il était relancé, tout le monde, les médias couraient après lui pour avoir qu'est-ce qui s'était passé. Il était la personne visée pour expliquer, puis c'était un comédien, puis un metteur, c'était facile, ils sont allés directement vers lui, et je sais que pour y en avoir parlé quelques jours après, il avait juste envie de se sauver, là. Il était découragé, des fois il se mêlait dans ses histoires, parce que quand ça arrive trop vite, là, puis là, c'était... Il a eu le follow spot sur lui rapidement. Lui, il nous a un peu tout protégé, parce que les médias n'ont pas cherché d'autres témoins que lui. Fait que moi, ça m'a aidé, là, c'est sûr que ça m'a aidé. J'ai su, mais il y a une chance que t'étais là. Moi, C'était pas... Fait que c'est lui qui a pris le... T'as dit Yves, une chance que t'étais là? Ouais. J'ai eu une chance que t'étais là, parce que sinon, les médias auraient cherché d'autres témoins. Ça a été le mur de feu. Ça aurait peut-être pu arriver sur moi. Puis, Claude, je sais que Claude n'est pas intervenu non plus. Marie Barrette, j'ai pas vu qu'elle en a parlé non plus. On a tout un peu gardé ça secret. Il y a moi qui ouvre un petit peu. Là. Il y a eu une pudeur autour de ça, hein, ne serait-ce que peut-être à cause justement de l'aspect de dire on ne laissera pas cet événement-là venir nous voler un moment d'histoire. Oui. Puis comme je dis, un peu la façon que Mme Marois gérait l'événement. Ouais. On a embarqué dans ses pas. Vous êtes tous rangés derrière. On a embarqué dans ses pas, puis on avait des choses à faire, puis on voulait pas que tout ça soit dérangé. On n'aurait pas voulu un grand débat là, sur le québécophobe, la québécophobie, ça fait du genre. Là, on voulait pas ça. Là. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Madame Marois est une des chefs politiques. J'ai pas une grande expérience comme toi, mais c'est probablement la chef politique que j'ai vu susciter le plus de respect auprès du personnel puis des militants. Toujours madame, toujours. Mais là, puis moi, j'ai pas connu les autres. Mais j'ai vu des des militants fâchés noirs là, pour défendre ne serait-ce que qu'on reste respectueux. Oui. Mais moi, j'ai connu les autres aussi. Là. Moi, j'étais un an avec M. Lévesque, l'exécutif national avec M. Lévesque en 84. C'était quelque chose aussi. Puis, mais M. Parizeau. M. Parizeau, hein? Ça, c'était du monsieur. Ça, c'est monsieur, hein? C'était monsieur. M. Bouchard, c'était quelqu'un aussi. Ah non, moi, j'ai tout connu. J'ai travaillé... M. Bouchard, j'ai une petite anecdote. J'ai des collègues qui ont eu des occasions de rencontre avec lui encore dernièrement, puis tu sais, des gars qui sont pas souverainistes pantoute, puis qui dit, écoute, j'étais dans la pièce, puis tu sais, comme j'avais mon père dans la pièce, il dit, j'aurais jamais osé le contredire ou tu sais, c'était un gars drôle, M. Bouchard, c'était vraiment un gars drôle. Bon, si on peut faire des anecdotes aussi, là, mais moi, j'étais avec lui dans le temps à son cabinet, on préparait des périodes de questions, mais on essayait de deviner ce que les libéraux allaient poser comme question. Fait qu'on se réunissait, on lunchait, mais ça prenait tout le temps 5 minutes. Ils nous écoutaient vite, là. Puis là, nous, on était des juniors, on était jeunes. Puis là, ils parlaient aux plus vieux, puis là, ils partaient sur des grandes discussions sur l'histoire de la Grèce. Puis là, nous autres, on avait préparé des notes, puis ils nous donnaient 1 minute à peu près pour l'expliquer, puis ils partaient pour autre chose. Parce qu'ils savaient, il n'y avait pas besoin vraiment de ça. Puis quand on partait, on descendait c'était au bunker, là, dans le temps du bureau du premier ministre. C'était pas dans le Parlement ou près du Parlement. Et il fallait traverser la grande allée par les tunnels. Mais les tunnels, il y avait comme un petite pas de montagne, une côte, là. Il fallait remonter. Et lui, à cause de sa jambe, il y avait un genre de petite voiture électrique. Fait qu'il était en bas, puis il montait. Puis là, il disait, Harold, puis là, moi, j'étais avec ma canne. Il disait, Harold, explique-moi donc, tu sais quoi, là, par rapport aux régions, là, j'ai pas trop compris. Et là, je marchais à côté de lui, puis il montait la vitesse tout le temps. Il me faisait travailler. Avant, j'étais rendu en haut, puis là, il m'a regardé avec un gros sourire. Je t'ai fait marcher, hein, Et il était drôle. C'était un gars de... Écoute, en fait, t'as quel âge? J'ai 57. OK. J'ai commencé jeune. Parce que là, j'écoute tes histoires, je pourrais en compter. T'as vécu tous les beaux... t'as vécu tous les grands moments, les beaux moments, c'est... Il y en a plein. T'as une chance. T'es chanceux à travers tout ça. Revenons à l'événement, le procès. Est-ce que tu as été appelé à témoigner? Non.
Personne m'a appelé, j'ai pas couru après ça. J'ai pas voulu voir les résultats de l'enquête, j'ai pas voulu. Je sais qu'il y a des choses, mais j'ai pas voulu, puis il y a eu comme un genre de... C'était comme on touche pas à ça. Je sais pas. Tu veux dire, on touche pas à ça? Les gens autour là, du politique qui ont été mêlés un peu, qui étaient autour. Il y avait un mot d'ordre? Non, mais c'était comme on force pas. Là. Des fois, j'en ai parlé. Là, j'avais des collègues qui étaient au cabinet de la justice qui avaient vu passer probablement des affaires. Puis là, ils me regardaient avec un petit sourire. On m'a dit, puis on m'a dit, je poussais pas je voulais pas en savoir plus. Puis ils le sentaient, puis ils forçaient pas pour m'en dire. Un espèce de réflexe de protection, d'autoprotection. Passer à autre chose. Passer carrément à autre chose. Ouais. Comment tu as reçu le verdict? C'était ça qui devait être fait. T'espérais pas t'as pas une déception, t'as pas un sentiment de justice, t'as pas Non, pour tous à suivre son c'était un coupable, c'est sûr qu'il était coupable. Il a tiré, puis c'était un fou qui a tiré, puis puis il crie. C'est sûr qu'il était coupable. Pour le reste, ça me donne pas grand-chose de juger ou de... Pour le reste, moi, c'est ça. On passe à autre chose, puis... Mais il faut qu'il y ait... C'est pour ça que j'en parle quand même, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de mémoire dans ça. Il ne faut pas que ça soit complètement oublié. C'est vrai qu'on peut être... on peut avoir une certaine pudeur, on n'a pas trop en parler, mais en même temps, il faut qu'il y ait des choses qui restent. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées qui méritent d'être... que les gens sachent ou que ça reste dans la mémoire. Fait que c'est un peu ça. Mais pour le reste, il ne faut pas que ça vienne trop chambarder nos vies. Il ne faut pas accrocher après ça pour qu'on pense à ça tous les jours. Sinon... Est-ce que tu penses que l'événement occupe la place qu'il devrait dans l'histoire? Je pense que oui. Je pense que... Si je regarde comment l'histoire de l'ortie, ça resté dans l'histoire. Je pense que le Métropolis, ça reste aussi dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire du Québec. Je pense que ça va, c'est sûr. Tu sais, c'est quand même le soir où la première femme première ministre est arrivée au Québec. Là. C'est quand même quelque chose. C'est la première fois qu'au Québec, on a une femme qui est première ministre, puis on arrive elle est sur la scène pour faire sa victoire, puis il y a un fou qui vient tirer, puis qui abat un homme qui est là dehors, qui demande, comme je dis, qui est allé fumer sa cigarette, qui blesse un autre. Tu sais, c'est maudit. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ça peut-tu réarriver? Ça pourrait-tu encore arriver, un truc comme ça? Moi, je pense que la sécurité est tellement... C'est plus vraiment la même chose qu'avant. Tu penses qu'aujourd'hui, la sécurité est prête à faire face à tous les... Je pense que oui, mais tu sais, ce qui est arrivé à la mosquée montre que des fois... c'est ça. C'est beau. Mais là, il y a la folie humaine, des fois, on ne peut pas le juger jusqu'à ce que ça peut aller. Mais par rapport au Parlement, par rapport aux hommes politiques, c'est plus ça, c'est beaucoup plus serré. C'est le Parlement, toutes les nouveautés, là, le pavillon d'accueil, les accès au Parlement, là, c'est plus ce que c'était. Là, c'est des cartes d'accès, les portes, c'est vraiment... C'est triplé. Moi, j'ai fait quand j'étais au bureau du WIP, on travaillait à essayer d'avoir des plans pour la sécurité du Parlement. Fait qu'on est allé visiter quelques parlements dans le monde. Puis, tu sais, à l'Assemblée nationale à Paris, j'étais allé en Irlande, au Parlement irlandais, j'étais allé à Londres, j'étais allé en Suède, j'étais allé... et c'est partout, là. On se compare avantageusement, on se compare... tout le monde a fait ça. Tout le monde a des mesures de sécurité. C'est fou. Ouais. C'est un peu dommage parce que des fois, c'est comme René Lévesque disait souvent, puis c'est encore ça, là, c'est la maison du peuple. Quand on accélère la sécurité, c'est la liberté qui perd. Ouais. Mais je pense qu'ici, à Québec, on a réussi à avoir un bon compromis. Après-midi, j'étais en commission parlementaire sur l'avenir des médias. Et à un moment donné, pendant la commission, il arrive un plan de touristes qui viennent s'installer à quelques pas de nous autres, avec les écouteurs sur la tête, puis ils regardent le salon rouge, puis ils repartent. Tu sais, c'est quand même...
c'est quand même correct, ça. Là. Ça veut dire oui. qu'on est conscient de la sécurité, mais on n'est pas... La vie continue. La vie continue. On laisse pas la victoire au terrorisme à travers tout ça. Puis des fois, dans le Parlement, là, j'étais 20 ans dans des cabinets, là, je suis député, fait que je suis assis dans le Salon Bleu, dans ma banquette. Là, on le voit beaucoup moins à cause de la sécurité, mais les premiers temps, en haut, tu sais, t'es quand même dans le trou, toi, en bas, puis le monde sort en haut, ils te regardent. Et là, quand ça se met à crier, parce qu'ils sont pas contents dans l'affaire, des fois, ils viennent, puis ils sont organisés dans certains groupes. Des groupes de pression. Des groupes de pression. Puis là, ça se met à crier. Je vais vous dire, en bas, là, on a peur un peu. Vous êtes dans la cuvette. On est dans la cuvette, on sait pas trop, on regarde en haut. Hein. Ouais. Tu sais, à un moment donné, les bonnes positions. Les Femen est arrivé une fois, on a fait... ça, on est en bas. Ouais, ils sont assez vocables. Ça s'est mis à crier en haut, je veux dire, mais en même temps, c'est ça, il faut que ça reste ouvert. Il faut que ce Parlement-là reste ouvert. Il faut que les politiciens restent des gens accessibles. Ce serait ton souhait? Oui. Tu sais, il y a des événements comme ça qui sont... qu'il ne faut pas oublier. Il faut améliorer la sécurité des gens. Mais il faut rester accessible. Il faut rester proche du monde. Il faut que les gens soient capables de te donner la main. Puis, moi, je suis juste un député de campagne. Ça fait que c'est pas compliqué pour moi, mais je regarde François Legault, je regarde faire et il reste disponible. Ça, j'espère qu'il va continuer à faire ça. Il ne faut pas s'isoler. Mais je suis conscient que c'est beaucoup de travail pour les gardes du corps. Trudeau, je regarde faire. Là, lui aussi, c'est selfie, il va courir partout, il va voir le monde. Il donne du travail. Mais autour de lui, il y a du monde qui travaille en maudit, qui parle dans les manches. Écoute, moi, c'est une affaire qui m'avait marqué aussi dans mon implication en politique, c'est de voir les gars avec les bosses qui dépassent des vestons, là, tu vois, ils sont comme remplis puis ils parlent dans le d'armes, puis ils parlent dans le manche, puis ils se mettent à regarder assez intense quand que... Puis... c'est vraiment intéressant d'analyser leur travail. En terminant, avec tout le recul, puis je sais que là, on en a couvert plein des éléments, y a-tu un élément, j'aimerais ça t'offrir une dernière chance d'amener un point qu'on n'aurait peut-être pas couvert, que tu aimerais adresser, quelque chose que tu voudrais dire à quelqu'un, ou un message, ou un souhait? Ben, c'est sûr que je t'en parle, c'est un peu à cause de Jean-Marc. Ses funérailles vont être bientôt. Jean-Marc, c'est un gars qui était dédié. Puis lui aussi, il aurait pu être une victime. Là, parce que si l'arme du tireur s'était pas enrayée, il montait les marches. Puis il rentrait dans la coulisse, puis il nous poivrait toute la gang. Là. Puis c'est ça. Là. Fait que Jean-Marc aurait été dans la liste de ceux aussi qui... fait que t'es un gars comme lui, des gens qui sont là proches, puis qui prennent soin des gens, mais même par conviction politique. T'sais. Moi, ce que je souhaite, c'est que mon fils, là, il a 19 ans, là, il est impliqué au PQ de Jean Talon, que les jeunes, que la politique reste aussi une façon de vouloir changer le monde. Puis que quand il arrive des événements comme ça ne fasse pas peur à personne ou ça ne dit pas à personne de pas s'aligner là-dedans. Quand je parlais de mon ami Louis Chabot qui était allé au Burkina Faso, il faut qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, même s'il y a des folies de même. Il faut qu'il y ait des gens qui allaient aider les autres pays, aider le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la politique. Il faut qu'il y ait des gens qui ont envie d'être premier ministre. Il faut qu'il y ait des gens qui ont envie d'être ministre. Il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ça. Et quand il y a des événements de même, il faut prendre acte, mais il ne faut pas que ces événements-là viennent nous empêcher d'être des démocrates et de vouloir changer le monde. Puis moi, je suis un souverainiste. Je suis un souverainiste, puis je l'ai dit, je suis un souverainiste pas contre personne. Je suis un souverainiste pour le Québec. C'est pas contre personne, c'est pas contre le Canada. Et on a le droit d'avoir des opinions encore au Québec. Merci beaucoup, Harold. En terminant, je voudrais dédier l'épisode à Denis Blanchette et à Jean-Marc Huot. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Merci.